Bonjour à tout le monde et bienvenue à la journée des auteurs du mois d'avril. On a commencé avec un petit retard juste pour mettre à jour la question de la projection du document et aussi pour que les participants qui sont à distance puissent aussi avoir le même document que vous. Mais finalement, tout le monde est ici, tout le monde est bien installé et tout le monde est heureux, ça se voit. Merci pour votre présence et bonjour aussi à tout le monde qui est à distance. J'espère que vous allez passer un chouette moment, même à distance. Et sachez que si même la qualité du son maintenant n'est pas bonne, nous allons vous proposer un replay avec une bonne qualité audio et vidéo. Comme ça, vous n'allez pas avoir la sensation de passer à côté de l'expérience qu'on vous propose aujourd'hui. Donc, avant de commencer la masterclass, je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, nous allons avoir l'après-midi les activités ici même. Vous n'allez pas retourner à l'école pour l'après-midi. Si vous voulez, vous pouvez y aller pour manger, ceux qui veulent un endroit au calme, ceux qui veulent aller à l'école pour écrire l'après-midi. Vous pouvez aussi, il y a une ambassadrice sur place pour vous accueillir. Sinon, les activités de l'après-midi, elles seront juste la salle devant, la salle à côté, à la bibliothèque. D'accord? Je vous attends nombreux parce que la richesse de l'événement ne dépend pas uniquement de la masterclass. Bien sûr que la masterclass, surtout celle d'aujourd'hui, ce sera une perle. Ça, je suis sûr. Mais les activités de l'après-midi, rassurez-vous, elles sont très importantes parce que ça vous permet de rebondir sur vos expériences, de prendre votre place comme auteur et comme autrice que vous êtes. Je répète, ce n'est pas la publication qui fait un auteur, c'est le geste d'écrire. Et vous ici, vous écrivez tous. Donc vous êtes tous des autrices et des auteurs. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont là pour la première fois? Oui, bienvenue, bienvenue. Ça, c'est la communauté de l'objectif manuscrit. Donc, prenez votre place, parlez avec les collègues, discutez, cherchez un potentiel bêta-lecteur, parce qu'il y a plein de gens qui ont envie de lire le texte des autres et plein de gens qui ont envie d'avoir son texte lu. Voilà. Maintenant, je voudrais aussi vous dire, pour le bureau ouvert, cette semaine, j'ai dû faire un petit nettoyage dans l'agenda. Je vous rappelle que vous pouvez prendre un seul rendez-vous à la fois. Vous pouvez prendre à l'infini, mais un seul créneau à la fois. Vous pouvez prendre le créneau suivant. Quand vous finissez le bureau ouvert, soit avec moi, soit avec Marjorie. En ce moment, je suis en train d'étudier une façon d'augmenter la quantité de bureaux ouverts pour vous. Mais pour l'instant, ce n'est pas en place. Et du coup, si vous avez une urgence et que vous voyez que dans l'agenda, il faut attendre un mois, pour moi, ce n'est pas juste d'attendre un mois pour résoudre une urgence. Dans ce cas, écrivez-moi pédagogique@lemo.co et je vais vous aider à trouver un créneau, soit avec moi, soit avec Marjorie. D'accord? Maintenant, nous allons commencer la masterclass de la journée des auteurs d'avril. Et aujourd'hui, nous avons Caroline Laurent avec nous, qui va animer sur la thématique que j'ai notée, l'écriture en 3D, description, dynamique et dialogue. Caroline Laurent est éditrice et autrice aussi. Elle a 3 livres publiés, et Soudain la liberté, Rivage de la colère, et ce que nous dirons, les désirons le plus. Merci. Caroline Laurent aussi a une petite liste des prix que je vais vous lister ici. Oui, j'expose parce que je suis tellement fier de t'avoir ici avec nous. Elle a par exemple le prix Marguerite Duras, Grand Prix de l'ICNL, prix Première Plume, prix Maison de la Presse, prix du roman Métis de lecteur de Saint-Denis, prix roman Métis de lycéen, Grand Prix des blogueurs et prix Paul Border. Donc ça fait vraiment quelqu'un. J'espère que vous allez profiter énormément. Vous avez tous reçu une feuille avec une activité. Gardez-la avec beaucoup d'amour parce que ça a été préparé avec beaucoup de soin.
Et je vous demande de faire attention à vos gobelets parce qu'ils peuvent tomber. Je vois qu'il y en a un tombé et ça peut endommager la moquette et on ne veut pas ça. Voilà, bonne séance à tout le monde. Merci Guilherme. Bonjour à toutes et à tous, ravi de faire votre connaissance ce matin. Je ne reviens pas sur la présentation du coup de mon parcours. Je vous signale juste que je suis un peu souffrante depuis ce matin. Ce n'est pas en soi une information très intéressante. C'est juste pour que vous compreniez parfois si je me mets la main comme ça. Voilà, vous saurez pourquoi. Et ce n'est pas lié au trac d'être ici du tout. Juste voilà, je suis souffrante. L'idée pour moi aujourd'hui, c'est d'être aussi concrète que possible pour vous donner des outils sur la capacité de mettre du relief dans l'écriture. C'est une façon de penser la dynamique du récit, le rythme du récit. Et pour ça, il faut entrer dans les 3 grandes catégories narratives que sont ce que j'appelle la dynamique, c'est-à-dire l'action, le temps de pause qui est la description, et puis la parole restituée, à savoir le dialogue, le discours. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez intervenir très librement, très souplement. Si vous avez une question en cours de route, vous n'hésitez pas. Et on gardera quand même 15 minutes à la fin pour ce petit jeu de questions-réponses en ping-pong. Idem, évidemment, en visio. Je vais juste vous répartir en 4 groupes, parce qu'on fera des petits exercices concrets à la fin de chacune des parties. Donc, dynamique, description, dialogue. Très rapide, mais c'est pour que vous puissiez un petit peu vous colter au réel et voir comment ça se passe pour vous quand il s'agit d'aller dans un sens ou dans un autre pour écrire. Alors on va faire, c'est arbitraire, mais tant pis. Donc un premier groupe ici, jusqu'à Madame avec le pull léopard, toute cette rangée-là, vous êtes le groupe 1. Tout derrière, vous êtes le groupe 2. Après, jusqu'à Madame avec le pull un peu beige-jaune, vous êtes le groupe 3 et devant le groupe 4. C'est bon ? Et en visio, je vous laisse choisir, du coup, privilège des absents, à quel groupe vous voulez vous rattacher. Alors, on va commencer avec un tableau noir, avec la partie consacrée à l'action et à la dynamique du récit. Alors, vous me pardonnerez s'il y a des choses qui pour vous sont évidentes. Le problème des grands groupes, c'est qu'ils ne sont pas toujours homogènes. Il y a des gens qui savent, il y a des gens qui ne savent pas. Donc, j'essaye de rassembler tout le monde au mieux. Je peux commencer même s'il n'y a pas l'écran parce que c'est des éléments généraux mais qui sont structurants pour l'intrigue. De toute façon, vous aurez à la fin de cette séance le polycopier, si vous voulez, enfin le fichier complet avec tout ce que je relate ici de manière détaillée. Vous l'aurez, vous pourrez vous y reporter tranquillement par la suite. Alors, l'action. Avant toute chose, l'action, vous le savez, c'est quand même un schéma narratif. Alors, le schéma narratif traditionnel, vous le connaissez peut-être, ou pas. Il suit plusieurs étapes bien connues. Donc, je vais très vite, si vous avez des questions, vous m'arrêtez. D'abord, l'exposition ou situation initiale. C'est le moment où on va répondre aux questions fondamentales, qui, quoi, quand, où, parfois comment. Deuxième étape, élément déclencheur ou élément perturbateur. Donc, c'est la crise qui va lancer l'action. Troisième étape, les péripéties. Donc, toutes les entreprises des personnages pour essayer de résoudre le problème ou pour atteindre l'objet de la quête. Quatrième étape, le dénouement. Donc, c'est la solution, la résolution, la découverte de l'objet. Et finalement, la situation finale qui établit un nouvel équilibre pour chacun des personnages. Ça, vous voyez à peu près ces grandes catégories. Ça, c'est pour une structure macro, si vous voulez, de votre récit, de votre roman. Voilà. Donc, pour raconter l'histoire, comme vous le savez aussi, vous avez différentes voies narratives possibles. Mais ce sont des choix très importants à faire au début de l'écriture. Est-ce que vous allez établir un texte à la première personne, donc le je, à la troisième personne, il, elle, éventuellement au pluriel, mais aussi, pourquoi pas, à la deuxième personne, au tu, parce que c'est un procédé plus rare mais qui existe. Je cite toujours l'exemple dans ces cas-là de Georges Perec et de son livre « Un homme qui dort », où en fait il s'adresse à lui-même et parle le tu. Donc c'est une voie narrative qui est possible. Ou encore plus rare, la quatrième personne, le nous ou le on, même si on pourrait le rattacher à la troisième personne de toute façon, dont on a assez peu d'exemples quand même dans l'histoire littéraire. Il y en a un d'un auteur suisse, Ramu, La grande peur dans la montagne. Donc c'est écrit à cette personne-là qui est un peu plus un collectif, fondu. Je vous parle juste de ça parce que c'est quelque chose qui peut apporter de la dynamique aussi dans votre texte quand vous croisez éventuellement des points de vue. Est-ce que vous avez un roman choral? Certains personnages vont s'exprimer au jeu, d'autres à la troisième personne.
Est-ce qu'à un moment, le personnage au jeu va s'adresser à lui-même au tu? Vous pouvez varier en tout cas ces voies narratives pour apporter un peu de dynamique et de relief. Après, une fois que vous avez choisi un parti pris, il faut quand même essayer de le tenir sur toute la durée du texte, sans quoi vous allez créer de la confusion, vous allez peut-être perdre votre lecteur. Donc il faut que ce soit assez clair au départ, c'est comme un pacte que vous passez avec le lecteur, et qui va aussi forcément générer ce qu'on appelle un choix de focalisation. La focalisation au point de vue, vous en avez sans doute entendu parler, c'est en fait le regard du personnage sur les actions qui se déroulent. Est-ce que c'est un point de vue interne, donc au jeu, donc tout est vu à travers le regard du personnage principal. Le point de vue interne peut aussi être donc le tu, quand on s'adresse à soi-même. Est-ce que c'est un point de vue externe à la troisième personne, auquel cas là c'est un peu la caméra à l'épaule qui suit ce qui se passe de manière plus extérieure? Ou est-ce que c'est le fameux point de vue omniscient que le 19e siècle a chéri et embrassé, et là on a un surplomb du narrateur sur ces personnages, ce qui permet aussi souvent plus d'ironie, plus de décalage dans l'approche du récit. Je passe assez vite là-dessus parce que ce sont quand même des grandes catégories qui a priori vous avez déjà vues, mais gardez en tête qu'on a besoin de clarifier ces aspects-là quand on se lance dans l'écriture d'un roman pour qu'il y ait une voie qui soit en fait suivie et appliquée tout du long. Là où je vais entrer beaucoup plus dans les détails, c'est sur le rythme de l'action. Parce que ça, c'est quelque chose que je vois même avec les personnes que je suis en objectif manuscrit, c'est que par moment, on ne sait pas comment donner de l'épaisseur à une scène romanesque. Au contraire, à un moment, on voudrait aller plus vite, mais on ne sait pas comment provoquer cette accélération dans le récit. Bref, la temporalité est un vrai casse-tête. Alors, le rythme de l'action. Le rythme de l'action, en fait, vous allez pouvoir le rendre palpable au lecteur quand vous avez compris qu'il faut distinguer d'un côté le temps de l'histoire, que je vais appeler TH pour simplifier, et le temps du récit, TR. Donc, le temps de l'histoire, c'est ce qui correspond à la durée des événements vécus par les personnages. Donc ça va se compter en secondes, en minutes, en jours, en semaines, en mois, en années, en siècles, que sais-je. C'est le temps des personnages. A l'inverse, le temps du récit, c'est le temps que vous choisissez, vous, auteur, pour raconter ces événements-là. Donc parfois, c'est quelques lignes, un mot, un paragraphe, des pages entières, un chapitre. C'est en fonction de ce que vous voulez présenter. Et si vous voulez le rapport entre le temps du récit et le temps de l'histoire, c'est ça qui vous donne une vitesse de narration. Et donc c'est ça qui donne au texte sa dynamique. Donc vous aurez tous ces éléments dans le fichier que je vous enverrai plus tard. Mais voilà, d'un point de vue général, la vitesse de narration, c'est ce rapport entre le temps du récit et le temps de l'histoire. Je vais commencer par vous parler de la scène. La scène, c'est le moment où le temps du récit est égal au temps de l'histoire. C'est comme si en fait les événements se déroulaient sous vos yeux, en temps réel. Alors, le meilleur exemple de ça, c'est la scène de théâtre. Les gens parlent, ce qu'ils sont en train de se dire, vous le vivez au moment même où eux ils le racontent. Mais on peut aussi avoir des actions concrètes, des actions qui s'enchaînent, qui sont racontées dans ce temps-là. Alors là, j'ai un petit exemple, du coup je vais un petit peu juste vous montrer. Donc, j'ai pris des exemples canoniques. Là, on est chez Zola, Thérèse Raquin. Bon, prenons par exemple le paragraphe central. On monta dans la salle à manger. Madame Raquin, qui n'attendait personne, se hâta d'allumer la lampe et de faire goûter. C'est comme si on la voyait, en fait, voyez, par l'action. Lorsque tout le monde se fut assis autour de la table, chacun devant sa tasse, lorsque la boîte de dominos eut été vidée, la pauvre mère, subitement ramenée dans le passé, regarda ses invités, éclata en sanglots. Il y avait une place vide, la place de son fils. Bon, ça c'est juste pour que vous compreniez que la scène, c'est ce moment un peu, qui permet de suivre vraiment en temps réel quelque chose qui importe à l'auteur. Donc, utilisez des scènes dans votre récit quand vous avez quelque chose d'important, en fait, à montrer, pour créer aussi un effet de réel, pour que les choses soient vraiment installées. Souvent, dans ces scènes, encore une fois, vous injecterez aussi du dialogue. On le verra plus tard, mais c'est souvent un des critères qui permet de voir ce que c'est qu'une scène. La scène. Après, nous avons ce que nous appelons le sommaire. Donc c'est un petit peu en dessous, s'il te plaît, merci. Donc le sommaire, comme son nom l'indique, il résume en très peu de mots, en très peu de lignes, un long moment de l'histoire. Donc là, vous avez justement un effet d'accélération.
du rythme. Dans ce principe-là, le temps de la fiction est plus long que celui de la narration. Alors un petit extrait, une phrase d'Anatole France. « Durant les 30 années qui lui restaient à vivre, il se rappela ses mois de campagne en fabriquant des brosses de chien. » Durant les 30 années qui lui restaient à vivre. Voilà. Sommaire, on passe quoi. Bon, mais ça c'est aussi quand on a besoin de condenser bien sûr des événements narratifs pour que le lecteur ne soit pas perdu. Et c'est pas ces 30 années qui nous intéressent, c'est ce qui a précédé ou ce qui va suivre. Voilà. Un peu différent par rapport au sommaire, nous avons l'ellipse. Donc l'ellipse, c'est le temps du récit qui est en fait égal à 0, rien. L'ellipse donc consiste à ne pas parler d'un moment plus ou moins long de l'histoire, et on fait un saut dans le temps, littéralement. Donc là, l'accélération du rythme, elle est extrême. Je donne un exemple tiré de L'Amant de la Chine du Nord, de Duras. Donc, si tu peux juste descendre un tout petit peu, qui est en plus carrément assumé par les points de suspension qui coupent en fait les deux paragraphes. Donc, c'est à cheval en fait sur les deux. Ouais, voilà, merci. La musique avait envahi le paquebot arrêté, la mère, l'enfant, aussi bien l'enfant vivant qui jouait au piano que celui qui se tenait les yeux fermés, immobile, suspendu dans les eaux lourdes des zones profondes de la mer. Des années après la guerre, la faim, les morts, les camps, les mariages, les séparations, il avait téléphoné. Voilà. Donc là, on a vraiment une ellipse totale qui permet d'aller beaucoup plus vite, ou parfois aussi de rendre le lecteur actif, de lui permettre d'imaginer ce qui s'est passé dans ce fameux vide, dans ce trou. Donc c'est une façon pour vous, dans l'action, de gagner du temps, évidemment. Un petit peu différent, nous avons le ralenti. Donc ça vient après, c'est le quatrième rapport de vitesse de narration. Donc là, le temps du récit est supérieur au temps de l'histoire. Donc on s'attarde, en fait, sur un moment qui est bref dans la réalité, mais que le texte, lui, va déployer et sur lequel il va s'attarder. Donc là, vous avez un moyen pour vous d'attirer l'attention du lecteur sur un détail important, sur un fait, sur quelque chose qui doit être mis en valeur. Donc un extrait de Daniel Pénac, La petite marchande de prose. C'est l'histoire d'une balle, en fait, et qui va devenir l'objet d'une description. J'ai souri à Julie, j'ai ouvert grand mes bras. Les mots d'amour me sont venus comme une avalanche, et j'ai vu la balle pénétrer mon champ de vision. J'aurais pu s'arrêter là, il voit juste la balle. Mais non. C'était une balle de calibre 22 à forte pénétration. Le dernier cri. D'autres, paraît-il, revoient le film instantané de leur existence. Moi, c'est cette balle que j'ai vue. Elle est entrée dans les 30 cm de ma bonne vision de lecteur. Elle avait un corps effilé de cuivre. Elle tournait sur elle-même, etc., etc. Donc ça, c'est intéressant aussi pour créer un effet d'attention de la part du lecteur quand une action très très rapide, en fait, va occuper, pourquoi pas, une page entière, voire deux. Est-ce que c'est clair pour vous jusqu'ici? Ouais. En visio aussi? Alors, je continue. La pause. La pause, c'est ce moment où le temps de l'histoire est équivalent à 0. C'est l'arrêt de l'action. Donc, c'est l'inverse de l'ellipse. Attention, parce que c'est un moment où le rythme, en fait, est ralenti à l'extrême. C'est pas qu'il est accéléré au point qu'on saute des années et des années. À l'inverse, non, le rythme est ralenti à l'extrême. Et donc, l'allongement de la narration permet de donner, là aussi, davantage d'importance à un élément du récit. Et je vous en parle maintenant parce que ça va faire le lien avec ce qui suit, mais c'est, on va dire, l'aspect de l'action qui flirte déjà avec la description. Un exemple tiré de Belle Amie, de Maupassant, que j'ai mis un peu plus bas. Merci. Voilà, il venait de s'arrêter aux 2/3 de la montée, à un endroit renommé pour la vue, où l'on conduit tous les voyageurs. On dominait l'immense vallée, longue et large, que le fleuve clair parcourait d'un bout à l'autre, avec de grandes ondulations. Donc on s'arrête sur un détail du paysage, et on commence un petit peu à décrire. Et cette pause-là, elle est signifiante. On en parlera avec les descriptions, mais souvent on a tendance à se dire on peut sauter les descriptions, c'est pas très intéressant, mais souvent en fait elles sont signifiantes. Donc ça, c'est la pause. Donc vous voyez, vous avez différents types d'actions, enfin différents types de modalités de vitesse de narration, et vous pouvez jongler avec ça selon ce que vous avez évidemment à raconter. L'idée, c'est de moduler, d'apporter de la variété pour que ce ne soit pas
quelque chose de trop monocorde, enfin voilà, apporter du relief aussi en variant un petit peu ces différentes vitesses de narration. Alors si vous le voulez bien, on va passer au premier exercice. On va se mettre sur fichier. Bon alors, oui, bien sûr. On va dire que la pause, c'est encore, le curseur est poussé un peu plus loin que le ralenti. Enfin, le ralenti, vous avez vraiment un événement qui s'est produit et que vous allez étirer dans la narration complètement. C'est-à-dire la fameuse balle de revolver, là, ça va devenir l'objet d'une description de plusieurs lignes, de plusieurs pages peut-être, alors que ça s'est passé en quelques secondes. Donc on prend plus de temps dans le récit pour raconter un événement qui en fait était très court dans la réalité, dans les faits. Et la pause, c'est l'inverse, c'est qu'on est par exemple en train de marcher, on pourrait juste raconter la marche, et en fait on va faire un arrêt sur l'image, par exemple sur un détail de la montagne, du ciel, du paysage, d'un objet. Est-ce que du coup sur les livres, vous pouvez avoir le même oui, bien sûr. niveau de description que vous venez d'avoir, oui, du coup c'est plus clair? Oui, sans aucun problème. L'ellipse, c'est vraiment comme une scène qui va être escamotée, une durée temporelle qui est complètement escamotée, qui n'est pas racontée. Par exemple, pendant 20 ans, on ne va pas savoir ce que le personnage X ou Y aura fait. Ce qui nous intéresse, c'est de le retrouver vieilli de 20 ans. Donc, hop, on saute 20 ans et on le retrouve à un moment T qui permet de continuer le roman autrement. Oui ? Je voulais savoir si, parce que vous avez dit tout à l'heure que vous alliez nous envoyer quelque chose, c'est ce document-là? Non, c'est un autre document qui est complété. Ok, mais donc tous ces exemples-là... Ils y seront aussi. Ah, ils y seront. Oui, ils y seront aussi avec plus de commentaires. Ouais. Oui. Je voudrais juste te demander de répéter la question de la personne, parce que les gens qui sont à distance ne peuvent pas écouter. Quand quelqu'un pose la question, tu dis donc ta question, c'est ça. D'accord. Merci. La question, vous avez vu, c'était de repréciser un peu l'ellipse, le ralenti et la pause. Et puis... oui, voilà. Pardon. Mais donc une ellipse, c'est en une phrase. C'est en un segment de phrase, même parfois. En 3 mots. 30 ans plus tard, virgule. Voilà. Donc on me demandait si une ellipse pouvait être très rapide, comment c'était signifié dans le texte. Ouais, c'est très rapide. Mais c'est vraiment parce que, par exemple, ce qui nous intéresse, c'est... J'ai en tête l'exemple, en fait, d'un auteur allemand qui s'appelle Théodore Fontane, qui a écrit un roman intitulé Éphébriste, on compare un petit peu à la fois à Zola, Flaubert chez nous, et qui suit la vie d'une jeune femme, et il y a vraiment une ellipse temporelle qui, en fait, nous la montre jusqu'au mariage et au moment où elle va fauter, et hop, on n'a pas la scène, en fait, de l'adultère, et on passe à un chapitre suivant, et on comprend que sa vie a changé parce qu'il y a eu cette faute. Mais la faute n'est jamais racontée. Ça, c'est une ellipse. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et en visio, parce que du coup, moi, comme je suis avec l'origine, non, pas encore. Ok, très bien. Est-ce que c'est plus clair pour tout le monde? Est-ce que vous voyez comment vous pouvez jongler avec tout ça? Voilà. Encore une fois, ce sont des petits outils parce que souvent, je m'aperçois qu'on dit... Moi, j'ai tendance à dire... Faites des scènes, il me manque des scènes. Et donc la scène, c'est vraiment le fait de poser les choses pour que ce soit très incarné, que ce soit visuel, qu'on soit avec les personnages, qu'on soit embarqué. Si on a par exemple que des sommaires, vous voyez, que des résumés, on n'arrive pas à entrer dans l'histoire, on n'arrive pas à s'attacher au personnage. Donc, il faut aussi poser les choses. Et puis une fois que c'est bien en place, on peut aller un peu plus vite et éventuellement créer des ellipses, mais qui doivent être signifiantes aussi. Voilà, l'idée c'est qu'elle soit intéressante pour le lecteur. Oui ? Et est-ce que c'est possible, un roman où il n'y a que des scènes, par exemple? Oui, c'est possible. Après, je pense qu'il y a forcément des moments, même si on n'y fait pas attention, où on va avoir besoin de synthétiser quand même des choses, et où il y aura quelques phrases plus de sommaire, pourquoi pas de ralenti, de pause. Mais oui, on peut... Enfin, moi, je trouve que la substantifique moelle, c'est quand même ça, c'est la scène. C'est ce qui donne le plus de corps au récit et au personnage. Parce que l'action se déploie sous nos yeux comme si on y était. Encore une fois, gardez en tête l'image de la scène de théâtre, c'est que ça se déroule sous nos yeux, vraiment comme ça. Et d'ailleurs, pour terminer là-dessus, mais si vous pensez au théâtre,
Vous voyez peut-être dans la tragédie classique, traditionnelle, chez Racine, etc., le moment où le héros va mourir, je ne sais quoi, c'est toujours hors champ. On ne le voit pas sur scène, ça. Bon, ben voilà, là on a quelque chose qui est de l'ordre de l'ellipse scénographique, quelque chose qu'on ne montre pas, et après on revient, ah, il est mort. Vous voyez, voilà. D'autres questions? Non? Alors, on essaye les petits exercices d'application. Alors, tous les exercices, voilà, j'ai voulu que ce soit Kundera. Donc, ce sont des extraits de l'identité de Kundera. Et donc là, on va travailler sur l'action. Je lis avec vous le passage. Il descendit l'escalier menant à la plage et regarda attentivement vers la lisière retirée de la mer. Parmi les silhouettes lointaines des flâneurs, il s'efforça de distinguer Chantal. Enfin, il la reconnut. Elle venait de s'arrêter pour contempler les vagues, les voiliers, les nuages. Donc là, l'idée, c'est que vous puissiez rapidement, 5 minutes, compléter ce passage-là avec quelques phrases. Donc, pour le groupe 1, qui relève de la scène, justement. Le groupe 2, du sommaire. Le 3, une ellipse. Et le 4, un ralenti. Et je prendrai là aussi arbitrairement 1 ou 2 personnes pour que vous lisiez à voix haute et que voilà, on puisse rebondir dessus. Et en visio, je vous laisse choisir votre groupe. On se dit 5 minutes. Il ne faut pas que ce soit très long. Non, chacun individuellement, hein, vous faites ça individuellement, et puis 1 ou 2 personnes, après tout le monde passera. Oui. Le sommaire, c'est quand on va résumer une action. Donc, finalement, le temps de l'histoire va être ramassé par quelques phrases. Voilà, donc il se passe beaucoup de choses dans l'histoire et peu de choses dans le récit.
Est-ce que c'est bon? Oui? Rapide, mais bon, l'idée c'est juste de s'exercer pour repérer les catégories. Bon alors, qui est volontaire dans le groupe 1? Là, c'est chaud. Aïe, aïe, aïe. Non mais tout le monde pourra dire un mot, donc... Avec plaisir, merci. Donc là, on parlait d'une scène. Donc il s'agissait, voilà, de compléter par une scène. On vous écoute, merci. Donc, elle avait changé, les cheveux peut-être. Devenus gris, ils étaient attachés dans une espèce de chignon. Elle semblait aussi plus petite, un peu tassée, son cœur se serrant. Elle était devenue vieille. Il s'avança vers elle. Allait-elle le reconnaître? Merci, merci. Alors le début, on est presque plus sur une pause, je dirais, parce que vous êtes dans la description sur les cheveux, etc. À partir du moment où vous employez le verbe au passé simple, là vous êtes plus dans l'action et donc plus dans la scène. Après, très bien écrit, merci. Voilà, là, voilà. Et on reparlera après du discours en direct libre, mais vous l'avez utilisé naturellement, donc on en parlera à la fin pour la parole. Merci. Quelqu'un d'autre dans le groupe 1? Oui, merci. Il l'observa encore un instant, puis s'avança vers elle. Elle mit quelques secondes à le reconnaître, puis son visage s'éclaira. Elle posa sa main délicate sur sa joue avant de l'embrasser. Elle pleurait. Il la serra aussi fort qu'il pouvait. Merci, ben voilà, c'est exactement une scène. Là, vous voyez sur les actions, les verbes d'action, le fait qu'on voit le mouvement, voilà, ça c'est une scène. La consigne est parfaitement respectée. Okay, merci. Oui? Il courut à sa rencontre et se planta devant elle. Chantal, enfin, je t'ai attendu hier soir à la soirée chez Claire. Tu avais dit que tu viendrais. Pourquoi n'es-tu pas venu? Tu aurais pu prévenir. Chantal semblait gênée, perturbée par l'irruption de l'homme, comme une intrusion dans ce moment de solitude sur la plage. Elle se retint pourtant de partir et lui fit face. C'est une scène. Bravo. Voilà, c'est ça. En plus, vous avez intégré là du dialogue. Donc, on a vraiment l'impression que ça se passe effectivement devant nos yeux. Voilà. Je pense que ça permet de comprendre un peu mieux voilà, ce que c'est que la scène. Il y a peut-être quelqu'un en visio qui voudrait juste participer? Parce que je ne sais pas, j'ai plus accès aux petites fenêtres là. Tu peux demander de répondre. Ben oui, mais je n'ai plus accès au visage et je ne sais pas. Je D'accord. Donc la personne peut-être peut lire son texte. Ouais. Oui, il y a Nathalie. On écoute Nathalie. Désolée, je ne vous vois pas là. J'entends pas. Force, Nathalie. Ah, c'est ton volume qui... Non, c'est mieux. Désolée Nathalie, on n'entend pas. J'entends pas. Bon. Nathalie. C'est du au-delà qui se parle. Nathalie, tu nous entends? Oula, bon, malheureusement. Malheureusement, Je suis ça va désolée pas pour la visio. J'espère que vous avez pu entendre les textes en fait des participants, mais auquel cas vous l'aurez dans le replay pour que ce soit plus clair pour vous et que vous puissiez bien voir ce que c'était que là effectivement la scène, mais retenez des verbes d'action, du dialogue, comme si on était en train de filmer ce qui se passait devant nos yeux. Alors dans le groupe 2, on continue, après chacun pourra reprendre sur les autres exercices. Dans le groupe 2, c'était un passage avec un sommaire. Qui se lance? Allez-y, merci. Il la rejoignit, lui parla longuement pour la consoler. Il lui offrit un verre sur la terrasse qui ourlait la baie de sable réduit par la marée qui était montée. Une nuit plus loin, qui étayait dans ses yeux une marée de larmes et de joie et de tristesse, alors qu'elle contemplait les vagues, les voiliers et les nuages. Merci. Ben voilà, une nuit plus loin, vous avez compris là l'esprit du sommaire, c'est ça. On a ramassé le temps et en même temps il s'est quand même passé des choses, on n'est pas sur une ellipse totale.
on a accès quand même à ce qui s'est passé. Vous comprenez la différence? C'est que... Est-ce que vous pouvez relire juste à partir de Une nuit plus loin, s'il vous plaît? Une nuit plus loin, pétillait dans ses yeux une marée de larmes, de joie et de tristesse, alors qu'elle contemplait les vagues voiliers et les nuages. Donc, on comprend qu'il y a un état émotionnel particulier. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé pendant la nuit, mais on a accès à l'état du personnage après. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une énumération, une sorte de... Parce que dans le début, il y a une énumération de verbes, Oui. d'actions. Pour le sommaire, vous voulez dire? Non, pas forcément. En fait, ils ne sont pas développés et il en développe une. Effectivement, mais ça, c'est pas caractéristique du sommaire. Ça, c'est le style de monsieur. Voilà. Okay. Ouais. Merci. Un autre exemple dans le groupe 2, s'il vous plaît. Oui. En un instant, ils revivent leurs 15 dernières années, leur vie, si proche parfois, si loin d'autres fois, et puis la nouvelle, terrible qu'il allait devoir lui annoncer. Très bien. Voilà, c'est ça. Est-ce que tout le monde a bien entendu, du coup? Non, j'ai rien entendu. Vous pouvez relire plus fort, s'il vous plaît. Il est où le micro? J'ai du mal à dire. Vous faites très bien. En un instant, ils revivent leurs 15 dernières années, leur vie, si proche parfois, si loin d'autres fois, et puis la nouvelle, terrible qu'il allait devoir lui annoncer. Voilà. Vous voyez, quand il dit « en un instant, il revit les 15 dernières années », on a un sommaire. C'est condensé, si vous voulez. Voilà. Voilà. Très bien, merci. Un dernier exemple dans le groupe 2. Oui, merci. Il passa les 2 jours qui suivirent dans un état d'effarement total, errant entre sa chambre et le haut de son hôtel, incapable de mettre un pied dehors et de peur de retourner sur Chantal. Voilà, très bien, vous avez compris. L'idée, c'est vraiment de synthétiser des actions et le temps de l'histoire, du coup, normalement, est plus long que le temps du récit. Le temps du récit, en fait, est très très court, alors qu'il se passait des choses. Et ça, c'est pas une ellipse, ça? Non, parce que l'ellipse, c'est vraiment, il y a une coupure, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a un vide, il y a un blanc. Alors que là, on a quand même des éléments sur le temps de l'histoire et sur ces 2 jours-là. Ouais. Oui. En fait, le mot sommaire, pour moi, il est un peu... Il me trouble un petit peu, il me confusionne un petit peu parce que j'ai l'impression qu'en fait, on va synthétiser, mais des choses à venir. Comme on trouve un sommaire dans un livre, et du coup... Oui, c'est vrai, c'est un peu troublant. Alors le vocabulaire, là, je ne suis pas rentrée dans les détails techniques, analytiques, c'est Jean Genette, c'est un sémiologue, c'est pas moi qui ai établi ces catégories, mais c'est sommaire vraiment au sens de résumé. Si vous voulez, vous, dans votre tête, effectivement, résumer. Vous pouvez employer ce terme, c'est un résumé. C'est quelque chose de sommaire. C'est sommaire, c'est-à-dire que c'est vraiment condensé. Un condensé, un résumé, une synthèse, si vous préférez ce terme-là, vous pouvez tout à fait l'utiliser pour vous aider. Là, on est sur de l'analyse littéraire, on fait ce qu'on veut. L'important, c'est que vous compreniez la possibilité pour vous de varier les modes d'action. Alors, on va passer justement au groupe 3 avec l'ellipse. Oui, merci, au fond. Ah. Oui, merci. Le lendemain, c'est un promeneur qui découvrait le corps inanimé de Chantal roulé par le ressac sur la plage. Voilà, exactement. Là, vous avez compris? Super, merci. Il y a ellipse totale, on ne sait pas ce qui s'est passé, on a juste la conséquence d'une action, mais qui ne nous est pas racontée. Voilà, le lendemain, on découvre un corps, c'est celui de Chantal. Parfait. Je pense que Kundera serait très heureux de savoir. Merci. Un autre exemple d'ellipse? Je reprends juste un deuxième, du coup. Monsieur, oui? Il l'apprit bien plus tard, c'est à ce moment que Chantal avait pris sa décision de le quitter. Et bien là, on est presque plus pour moi sur du sommaire, du résumé. Alors que dans l'autre cas, on ne sait pas ce qui s'est passé. Là, on sait qu'en fait, il a pris la décision. Que Chantal a pris la décision de le quitter. Donc c'est plus du résumé, là, pour moi, du sommaire. Vous voyez la différence? Par contre, est-ce que vous pouvez relire juste rapidement, s'il vous plaît? Il l'apprit bien plus tard, c'est à ce moment que Chantal avait pris sa décision de le quitter. Ouais, vous voyez, vous donnez en fait ce qui s'est passé à ce moment-là, dans la tête de Chantal. Donc on est plus sur du résumé, du sommaire. Voilà. Mais c'est intéressant du coup, voilà, pour pouvoir comparer la différence. Alors que, pof, on découvre un corps, on ne sait pas. Voilà. Bon, merci. On passe au groupe 4, parce que je vois le temps qui file quand même. Qui veut bien? Merci, oui. Le ralenti.
c'est d'abord son dos qu'il reconnut, son dos si droit et légèrement tremblant, aussi expressif qu'un visage, tendu vers la mer, comme si elle cherchait à puiser de la force dans le mouvement du ressac, de la force pour se retourner et affronter son regard. Merci. On est pour moi à la lisière avec la pose, la description là. On est presque plus effectivement sur le regard du coup comme ça et qui détaille et qui fait le portrait. C'est à la lisière je dirais parce que c'est comme s'il y avait effectivement un regard, on peut juste regarder, on voit un dos et vous prenez le temps de décrire. Mais pour moi on est presque plus déjà sur de la pose et de la description que sur un ralenti, c'est-à-dire où il y aurait eu vraiment une action mais qui serait étirée dans la narration. Parce que disons que par rapport aux 4 options-là, scène, sommaire, ellipse, ralenti, c'est quand même du ralenti que ça se rapproche le plus. Que ça se rapproche le plus. Ce que vous venez de dire, vous voulez dire ? Oui. Oui. Mais je pense qu'on est presque déjà dans la pause et la pause descriptive en fait. Un peu comme Madame tout à l'heure avec la vision du chignon. Est-ce que quelqu'un d'autre peut-être... Le ralenti serait plus de l'action. Le ralenti, c'est une action très brève dans la vraie vie, si vous voulez, dans l'histoire. Oui, compris. Mais que vous allez étirer dans le récit, dans la narration. Comme la balle de revolver dont on parlait, qui va juste transpercer un corps et qui en fait est décrit dans parce que là, le regard, c'est pas assez une action. Ben, le regard conduit à la description. D'accord. C'est après pour ça. Peut-être un autre exemple ? Merci. On va voir, mais c'est pas grave. Le regard conduit à la description aussi. Il s'accroupit et plongea sa main dans le sable. Il saisit une poignée de grains, blancs, roses, jaunes, qui filaient entre ses doigts. De ses ongles courts un peu sales, il en retenait quelques-uns. Il avait décidé de choisir les blancs, ceux comme une aile de mouette, les blancs à cause des cristaux de mica. Il les faisait rouler dans sa paume et les regroupait en petits tas le long de sa ligne de vie. Merci. Alors on est aussi un peu entre ralenti description effectivement mais par exemple juste la description d'un grain de sable par exemple qui glisserait le long de sa paume et juste ce glissement vous prenez le temps de le détailler vous auriez un ralenti. Voilà. Pour essayer de préciser un petit peu. Et ça ne serait pas une scène parce que c'est limite une autre scène. Ben, si on a l'idée juste en fait du sable qui coule entre les doigts c'est très rapide. Mais on va prendre peut-être une page pour le décrire, donc là on est plutôt dans le ralenti. Par contre, elle plonge les mains dans le sable, elle sort, elle se lève, là on est dans la scène. D'accord, voilà. Merci. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions ou justement est-ce qu'on passe à la description qui est un gros morceau ? Alors on va passer à la description. Bien qu'ils reviennent, voilà, merci sur le fichier. Bon, la description c'est ce que je préfère moi. On sent bien. Ouais. Alors, je vais prendre un peu de temps, un peu plus de temps, parce que c'est quand même intéressant. Je fais un petit précis d'histoire, hyper synthétisé, rapide, mais qui quand même, pour moi, est structurant. Donc, la description à travers les âges. Ça nous vient de l'art rhétorique des anciens, la description, parce qu'à l'époque, on lui donnait ce nom un peu savant pour nous aujourd'hui, d'ekphrasis, c'est-à-dire un morceau détaché, un discours détaché. Donc un morceau à part. La description, ça a toujours été vu comme un appendice, une annexe, un morceau qu'on pourrait détacher du récit. L'histoire, elle tient sans la description a priori, mais la description lui va lui apporter autre chose. À l'origine, donc chez les anciens, la description, c'était vraiment ce qui servait à faire l'éloge. L'éloge des personnes, l'éloge des lieux, l'éloge de grands épisodes guerriers, par exemple. Et puis c'était aussi quelque chose qu'on retrouvait dans la grande poésie, donc évidemment chez Homère notamment. Par exemple, pour représenter le bouclier d'Achille, on aura l'exemple tout à l'heure, la roue du char sculptée magnifique, les ornements d'ivoire, enfin voyez. Ekphrasis, morceau détaché, discours détaché, c'était en fait au départ une valeur ornementale. Après, au sens moderne, donc plus réaliste, la description en fait elle nous vient de quoi ? Elle nous vient des sciences, elle nous vient de la technique. Elle est née en dehors de la littérature en fait, cette description. Que l'on pense par exemple à la géographie, on va décrire la topographie d'une zone qu'on veut envahir. Donc pour faire la guerre, on a besoin de savoir décrire. On a besoin de savoir décrire en architecture par exemple, pour commenter des plans. On a besoin de savoir décrire en zoologie ou en botanique, parce qu'on doit observer pour pouvoir classer, étudier.
Ou encore, on a besoin de savoir décrire dans la justice, parce qu'il faut bien faire le portrait de l'inculpé, les circonstances de l'histoire, du délit. Donc, vraiment, l'essor de la description à l'âge moderne, c'est quelque chose qui est lié à l'expansion des sciences et de la technique. Je trouve ça intéressant sur l'histoire, en fait, de ce genre. Bien sûr, quand on approche du 18e, 19e siècle, là, on est sur des formes de plus en plus réalistes de la description. Et puis, elles atteignent leur apogée, je pense pouvoir le dire, dans le roman réaliste, notamment chez Flaubert, chez Balzac, etc., chez Zola avec le naturalisme, enfin, là, c'est absolument l'âge d'or de la description. Et puis, on arrive à notre époque, au 20e, l'époque moderne, contemporaine, où là, la description, elle devient l'objet de réticence, de méfiance. Alors déjà, chez Stendhal, lui, il disait qu'il détestait la description matérielle. J'ai retrouvé des expressions assez amusantes chez Paul Valéry, qui disait, oui, la description, c'est vraiment la denrée qui se vend au kilo, voilà. Ou chez André Breton, dans le manifeste du surréalisme, qui dit que la description, c'est un néant, je cite. Voilà. Parce qu'on reproche à la description d'être anti-poétique. On lui dit aussi on dit d'elle qu'elle est trop technique, on dit d'elle qu'elle est arbitraire. Parce que finalement, une description, ça commence où, ça finit où. On pourrait décrire à l'infini la montagne, la salle, le visage de la femme, enfin, où est-ce que ça commence, où est-ce que ça se termine. Et puis, il y a cette idée que la description aussi, comme je le disais en préambule, elle est détachable, d'où l'étymologie ekphrasis, elle est détachable, donc finalement, si elle est détachable, elle n'est pas nécessaire, elle n'est pas organique comme peut l'être l'action, et donc finalement, à quoi bon? D'où la fameuse théorie de on peut sauter les descriptions quand on lit un roman, ça ne va rien changer. Bon, je ne suis pas d'accord avec ça, évidemment, vous l'avez compris. Ce qui est intéressant, en fait, pour nous, dans cet atelier-là, c'est de voir le conflit qu'il y a entre la narration, donc l'action, et la description. Parce qu'on a l'impression que, parfois, c'est ce qui va arrêter l'action. Et c'est vrai. La narration, elle nous fait progresser, elle nous permet de voir comment le personnage va résoudre sa quête, va rencontrer des adjuvants, des ennemis, des adversaires, etc., etc. Alors que la description, elle fige. Elle fige des objets, elle fige des lieux, elle fige des personnes. Et elle interrompt cette fameuse vitesse du récit qu'on était en train d'étudier sur l'action. Mais il y a quand même un renversement, surtout dans la littérature plus contemporaine et plus récente, c'est que parfois la description, elle devient en fait la narration elle-même, le récit. Donc ça, on le voit beaucoup avec le nouveau roman, par exemple, ou encore l'exemple, pour moi, phare, c'est peut-être Les choses de Georges Perec. Je ne sais pas si vous avez lu ce roman, donc, où en fait c'est le fait de décrire la société de consommation à travers les objets qui sont censés accorder une valeur symbolique, un capital culturel symbolique à un jeune couple, qui devient le récit lui-même. Donc, voilà, comme d'habitude, à l'époque contemporaine, on aime bien renverser un petit peu les anciens schémas traditionnels. Là où on va prendre un peu de temps, c'est pour quand même entrer dans les fonctions de la description. Parce que ça, pour vous, ça peut être très utile quand vous êtes sur votre manuscrit, de sentir ce que vous voulez faire avec la description qui vous vient. Alors, quand vous l'écrivez, elle peut être très naturelle, très organique, mais une fois que vous allez reprendre le texte, vous allez pouvoir l'aiguiser, la ciseler en fonction de l'intention aussi qu'il y a derrière. Alors, je commence par... Hop, je vais redescendre un peu les choses. Donc, la première fonction, qui est celle historique, qui est donc la fonction ornementale, esthétique. On va le dire de manière très, très, très triviale, pour faire joli. Alors, je vous ai quand même mis la fameuse citation du bouclier d'Achille, donc dans l'Iliade d'Homère. Et là, vous voyez bien qu'on est dans le registre du poème épique. Donc, Héphaïstos commence par fabriquer un bouclier grand et fort. Il l'ouvre adroitement de tous les côtés. Il met autour une bordure étincelante, une triple bordure au lumineux éclat. Il y attache un baudrier d'argent, etc., etc. On a là, évidemment, ce petit morceau détachable. Le récit pourrait très bien tenir 100, mais ça va apporter une valeur un peu, esthétique. Et à ce moment-là, la description pour Homère, c'est une manière de rivaliser avec les orfèvres eux-mêmes, avec ceux qui vont vraiment concevoir ce bouclier. De manière plus récente, j'aime bien prendre l'exemple quand même de Zola, et notamment du Ventre de Paris, quand il décrit les Halles.
comme un ventre immense. Alors, on est quand même plus près, évidemment, de notre époque avec Homère, mais donc on est dans une description qui, bien sûr, va avoir une valeur, on en parlera, symbolique, mais qui a aussi une valeur ornementale. C'est-à-dire qu'il y a aussi un plaisir de la description, un goût de la description, comme un tableau. Et chez Zola, on trouve là quand même une dimension presque picturale, dans la manière dont il va parler des couleurs, des lumières. Il leva une dernière fois les yeux, il regarda Léane. Elle flambait dans le soleil, un grand rayon entré par le bout de la rue couverte, au fond, prend la masse des pavillons d'un portique de lumière, et battant la nappe des toitures, une pluie ardente tombée, l'énorme chat, etc. Donc bleuissé, vous voyez, on a toutes ces couleurs-là. Et ce qu'on peut noter aussi, c'est que souvent la description ornementale, elle est médiatisée au début par un verbe de regard. Donc c'est souvent à travers les yeux de notre personnage qu'on va avoir accès à cette description. Et c'est une manière, voilà, aussi de créer un effet de proximité avec le personnage. Il leva une dernière fois les yeux. C'est par lui qu'on va accéder à la description. Donc ça, c'est la fonction la plus classique, la plus banale. Après, un peu plus bas, nous avons la fonction expressive. Donc dans la fonction expressive, on peut dire qu'elle apparaît vraiment à la fin du XVIIIe et surtout XIXe avec le romantisme. C'est ce moment, et vous en avez sans doute tous entendu parler, où la description en fait ne vaut plus seulement pour elle-même, mais où elle est en fait établissement d'un rapport étroit entre le psychisme du personnage et l'extérieur, la nature, le paysage dans lequel il se trouve. En gros, quand on décrit la nature, on exprime un paysage psychique. Bon, là, le maître en la matière, notre ami Rousseau, avec les rêveries du promeneur solitaire. Donc, depuis quelques jours, on avait achevé la vendange. Les promeneurs de la ville s'étaient déjà retirés. Les paysans quittaient les champs jusqu'aux travaux d'hiver. La campagne encore verte et riante, mais défeuillée en partie et déjà presque déserte, offrait partout l'image de la solitude et des approches de l'hiver. Il résultait de son aspect, là il commence à geindre. Il résultait de son aspect un mélange d'impressions douces et tristes, trop analogues à mon âge et à mon sort pour que je n'en fisse pas l'application. Je me voyais en déclin d'une vie innocente et infortunée, l'âme encore pleine de sentiments vivaces et l'esprit encore orné de quelques fleurs, mais déjà flétri par la tristesse et desséché par les ennuis. Seul et délaissé, je sentais venir le froid des premières glaces. J'adore Rousseau, il en fait des caisses, j'adore. Et donc bon, c'est un exemple canonique, mais ça montre bien comment il y a un mimétisme en fait entre le paysage et le personnage. Et cette fonction-là, du coup, elle est quand même toujours très très commode dans l'écriture contemporaine, quand on veut en fait travailler l'implicite. On n'est pas obligé de le faire de manière aussi appuyée que notre ami Rousseau, mais de donner des indices un petit peu de l'état intérieur du personnage à travers la description, c'est un moyen là aussi de créer une connivence avec le lecteur. Moi je trouve ça intéressant, quitte à ce que ce soit en contraste. On peut être triste et malheureux à pleurer alors qu'il fait un soleil radieux. Et c'est intéressant aussi à ce moment-là de jouer du contraste. Bon, je pense que vous avez compris le principe. Ensuite, nous avons la fonction symbolique. La fonction symbolique, en gros, on l'utilise quand elle va signifier autre chose que ce qui est simplement décrit. Donc, un exemple canonique, c'est chez Balzac, le père Goriot, la fameuse pension Roquet, où, en gros, ce qu'on va dire de l'environnement, on va dire quelque chose aussi du milieu. C'est un peu la théorie du milieu qu'on a dans ces années-là. En gros, les personnages sont à l'image aussi peut-être de la pauvreté du mobilier ou du clinquant et donc de l'arrogance des sociétés peut-être plus favorisées, etc. Donc, les êtres sociaux comme les êtres vivants, là, sont en adéquation avec le milieu dans lequel ils vivent. Et quand on décrit le milieu dans lequel ils vivent, eh bien là aussi on décrit le personnage. Alors, le fameux exemple, vous le connaissez sans doute, vous l'avez tous lu ou vous en souvenez? Ouais. Bon, voilà, la rue Neuve-Sainte-Geneviève, surtout, est comme un cadre de bronze, le seul qui convienne à ce récit, auquel on ne saurait trop préparer l'intelligence par des couleurs brunes, par des idées graves. Ainsi que de marche en marche, le jour diminue et le chant du conducteur se creuse, alors que le voyageur descend en catacombe. Comparaison vraie. Qui décidera de ce qui est plus horrible à voir, ou des cœurs desséchés, ou des crânes vides?
bon, voilà, on a quand même des éléments qui nous permettent tout de suite de comprendre où est-ce qu'on met les pieds. Ce qu'on peut trouver aussi dans la fonction symbolique de la description, c'est ce que je pourrais appeler une valeur annonciatrice ou programmatrice. Alors là, j'ai pas mis un extrait, mais il y a un livre fameux de Huysmans qui s'appelle À rebours, je ne sais pas si vous l'avez lu. Et donc, par exemple, le personnage principal qui s'appelle Désir Sainte, au début, se fait livrer des fleurs, mais qui sont un peu bizarres, qui ont une allure fantastique, un peu répugnant. Bon, en gros, ça ressemble à des chancres de syphilis. Et puis après, Désir Sainte, il fait un cauchemar au cours duquel il voit apparaître le spectre de la grande vérole, et à la fin, comme par hasard, il est atteint d'une maladie nerveuse, etc. Donc, si vous voulez, la description des fleurs au début annonce la fin, le déclin du personnage. Donc ça, c'est peut-être plus des choses que vous pouvez travailler en fin d'écriture, quand votre manuscrit est quasiment bouclé, de jouer avec des motifs que vous pouvez en fait rebalancer au tout début, parce que vous savez mieux forcément l'arc narratif que vous allez déployer, vers quelle fin vous allez conduire votre personnage, et à ce moment-là, disséminer en fait des indices par des descriptions tout du long, mais pour préparer peut-être soit la chute du personnage, soit au contraire son ascension, en fonction de ce que vous voulez raconter. Je trouve que ça rend le lecteur actif. C'est comme un jeu de pistes très délicat qui ne dit pas son nom au début, mais qui après permet de relire l'œuvre en disant « Ah oui, en fait, il y avait déjà des indices de ce qui allait se passer par la description d'un objet, d'une fleur, que sais-je, en début d'écriture. » Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici ou ça va? En visio non plus, personne ne lève le doigt. Si les gens en visio, s'ils ont des questions, ils peuvent poser. D'accord, tu me le diras. Non, mais dis-le parce que tu ne sais pas quel microphone. Ah oui, pardon. Si vous avez des questions en visio, surtout n'hésitez pas à les écrire aussi pour que Guilherme puisse me les transmettre. Parce que là, malheureusement, je ne vois pas vos visages. Désolée. Alors, quatrième fonction de la description, c'est la fonction narrative. Donc c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure sur le moment où la description finalement devient elle-même l'objet du récit, l'objet premier. Alors d'habitude on se dit bah non, il y a contradiction dans les termes, mais en fait c'est l'économie nouvelle en fait de la narration avec notamment, comme on disait, l'avènement du nouveau roman. Et donc ce n'est plus la narration là qui va dominer, mais c'est la description qui va envahir l'espace narratif. C'est la description qui devient le récit principal. Alors, j'ai pris un long exemple, je ne vais pas tout lire, mais vous pourrez regarder, de Rob Grillet, Les Gommes. Donc il y a tout un passage sur les gommes. Et après, on peut se dire, bon, d'accord, c'est comme un peu les choses de Perrin dont je vous parlais tout à l'heure. Ça devient, alors voilà, j'entends ça, c'est chiant, mais ça peut être chiant pour certains, effectivement. Non, mais on a tout à fait le droit de le dire et de le penser. En tout cas, c'est un peu ce qu'on peut voir, même je trouve, en art contemporain, si on essaie de créer des parallèles, où c'est plutôt la réflexion sur la littérature qui prend le pas sur le fait de raconter une histoire. Et ça, c'est tout à fait représentatif des interrogations plus récentes. Donc, ce que fait Marcel Duchamp avec son urinoir, finalement, Rob Grillet, Sarraute et les autres le font en littérature et se prennent eux-mêmes pour objet. Et donc, puisqu'on est sur un monde de réification, c'est-à-dire qui se prend pour objet, on va y aller à fond et faire de la description l'unique moteur du récit. C'est possible. Si vous avez envie de partir dans cette voie-là, vous pouvez le faire, ou vous pouvez effectivement juste intégrer des passages précis dans votre texte qui relèveraient de cette fonction narrative de la description. Je voudrais une énorme pause. Alors là, vous faites une énorme pause. Mais elle doit être radicale, elle doit avoir quelque chose de signifiant derrière. Mais effectivement, dans certains livres qui cherchent en fait, malgré tout, à dénoncer typiquement la société de consommation, la société matérialiste, etc., ça a du sens. C'est presque une manière inerte, c'est paradoxal, mais une manière inerte de s'engager. Vous voyez, d'être dans la dénonciation quand même d'une réalité qui ne convient pas, et donc de pousser le curseur à l'extrême. Dans tous les cas, on ne peut pas séparer pour moi narration et description, parce qu'en fait les deux sont perméables, sont poreux. Il y a des moments où en fait, si vous reprenez une description, que vous lui mettez du souffle, de l'ampleur,
eh ben, en fait, elle va devenir du récit. Elle va tendre à être en fait aussi narrative au sens premier. Là aussi, on peut avoir en tête, notamment chez Zola, mais des descriptions petitanesques, que ce soit la mine, que ce soit après, je ne sais pas, dans Nana, cette prostituée incroyable qui devient l'incarnation de la France de ces années-là. Enfin, où on comprend bien quand même que la description, c'est un symbole, c'est une allégorie. Ça permet aussi de raconter quelque chose de l'histoire elle-même. Voilà. J'ai une réaction. Brigitte Montagne qui dit « Je trouve ça super intéressant, la description narrative, mais pour un premier roman, c'est risqué, non ?» C'est risqué, c'est un parti pris. Ça peut être risqué parce qu'effectivement, le premier risque, c'est de lasser le lecteur. Si on est sur quelque chose d'un peu plat, quoi, d'un peu monocorde. Alors souvent, en fait, pour que ça marche, je trouve, c'est qu'il faut que ce soit une précision chirurgicale, il faut que ce soit très tenu stylistiquement, sinon on court le risque, moi je trouve, d'ennuyer le lecteur, hein, tout simplement. Donc c'est intéressant de ce point de vue-là, mais c'est plus facile, je pense, de transformer la description en narration plus traditionnelle, plus épique presque, à la manière d'un Zola, plutôt qu'à la manière d'un Rob Grillet. C'est aussi très lié à une époque, hein, cette façon de faire. C'est ancré, je trouve, dans les années 60-70, quoi. Donc intéressant, mais peut-être à tester à dose homéopathique au début, quoi. Oui. Est-ce qu'une description, c'est forcément la description d'un paysage ou d'un lieu ou un bâtiment, ou est-ce que ça peut être, est-ce que est considéré comme la description aussi, je ne sais pas, la tenue vestimentaire d'un personnage, bien sûr, et est-ce que une expression de visage, quelque chose, un truc un peu plus interne, est considéré comme de la description? Oui. Aussi? Alors, je repose la question juste pour les gens en visio. Donc, la question, c'est est-ce que la description peut aussi s'attacher à l'habillement, à quelque chose de plus intérieur, plus interne? Et donc, ma réponse est oui. En fait, la description, si on est tout à fait précis, elle commence à l'adjectif. Hein. Une chevelure blanche, en fait, voilà, c'est déjà une description. Et après, elle peut aller, comme chez Proust, sur des pages et des pages, ou chez Albert Cohen. Enfin, vous voyez, ça peut être beaucoup plus vaste. Mais la description intérieure, absolument, ça peut être un état d'âme, c'est donc pas forcément le paysage, pas forcément l'extérieur, ça peut être quelque chose de l'ordre du ressenti, ouais, bien sûr, absolument. D'autres questions sur... Non ? Eh ben, on va repasser à l'exercice alors. Nouvel exercice, cette fois-ci donc sur la description. Donc on retrouve notre ami Kundera. Je lis l'extrait à voix haute, pour que les gens aussi en visio puissent suivre. Donc, plus loin sur la plage, des enfants, entre 12 et 14 ans, avec de grands casques colorés sous lesquels fléchissait leur petit corps, s'attroupaient autour de curieuses voitures. Sur la croix que forment des barres métalliques sont fixées une roue avant et 2 roues arrière. Au milieu, dans une boîte longue et basse, un corps peut se glisser et s'allonger. Au-dessus, un mât se dresse avec une voile. Pourquoi les enfants sont-ils casqués? Certainement, ce sport est dangereux. Alors, pour le groupe 1, donc, vous allez vous attacher vraiment aux curieuses voitures et en faire une description ornementale, à la façon d'Homère ou de Zola dans Le Ventre de Paris. Le groupe 2, vous complétez où vous voulez cette description générale pour en faire une description expressive. Et donc là, c'est, vous savez, le paysage qui exprime l'état psychique. Donc c'est le point de vue du narrateur qui va devoir être développé. Groupe 3, vous décrivez l'un des enfants qui se détacherait de ce groupe et vous apportez une description symbolique. Et le groupe 4, donc, vous complétez la description globale par une apparente, donc, d'apparente neutralité, une approche d'apparente neutralité qui est dans le narratif. Et vous avez un point bonus parce que c'est le plus dur, effectivement. Je vais dans le groupe. Change de place. Bon courage, allez, 5 minutes encore, s'il vous plaît. On va laisser encore oui. les gens qui sont à distance. Oui. Est-ce que quelqu'un qui est à distance peut nous dire quelque chose pour qu'on essaye le système?
Un système. Merci, ça marche. Du coup, nous allons pouvoir écouter la lecture de quelques participants à distance aussi. Préparez-vous. Merci. Voilà, super. Encore une petite minute. En visio, est-ce que certains ont choisi le groupe 1 ? Si c'est le cas, je veux bien avoir un visage. Pardon, je suis désolée, je viens d'arriver, donc je n'ai aucun groupe. Ok, pas de problème. Est-ce que quelqu'un ou pas ? Bon, on va passer à la lecture. Alors, groupe 1, qui se lance cette fois-ci ? Vous allez peut-être changer par rapport à tout à l'heure. Madame, vous voulez ?
Oui, ok, avec plaisir, merci. Mon regard s'attarde sur la voiture la plus proche de moi. Son rouge étincelant doit en faire certainement la favorite de ce groupe d'enfants. Les lettres blanches de sa marque se détachent parfaitement sur les portières et ses chromes rutilants sont la preuve irréfutable du soin que les organisateurs ont mis à la préparer ce matin. Ses roues arrière sont énormes en proportion du reste et son coffre proéminent atteste de la présence d'un moteur à propulsion. Son drapeau multicolore claque régulièrement en fonction de la brise. Ben merci, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait une description ornementale. Si vous enlevez ce bloc-là, le récit tient quand même. Mais là, on a plus d'éléments, effectivement, on le voit, on visualise. Donc, vous avez complètement compris. Super. Merci. Merci. Quelqu'un d'autre pour la valeur ornementale dans le groupe 1? Vous êtes timide? Oui, je suis pas sûre que ce soit une description. C'est pas grave, mais comme ça, on va tester ensemble. Vu de loin, on pouvait croire à des araignées d'eau qui glissaient sur les plaques et tournaient subitement. Le vent entrait dans les voiles, claquait et battait dans les oreilles. Le risque de collision était palpable, mais les cœurs bondissaient de jeu. Alors c'est complètement une description, c'est pas forcément effectivement la description ornementale de la voiture, du char à voile, quoi. C'est une description plus générale en fait de la plage, de ce qu'on voit. Mais par rapport à madame, si vous avez entendu du coup, excusez-moi, là c'était un focus vraiment en fait sur le côté mécanique, quoi, les engins, le char à voile. Donc pour ornemental, il aurait fallu peut-être plus, voilà, effectivement, vous attarder sur cette dimension-là. Mais sinon, c'est une description quand même. Absolument. Merci. D'autres personnes pour le groupe 1? Non? Bon, alors on va passer au groupe 2, si vous voulez bien, où là, on parlait d'une description expressive, donc psychologique. Oui, merci. Il est très dangereux ce sport. D'abord, il faut rouler vite, mettre ses mains sur le volant, attacher son casque, appuyer sur la pédale et foncer. Foncer le plus loin possible. Mais aussi se retourner parfois, l'œil dans le rétroviseur. Se pincer le ventre pour se dire qu'on y était, jeter le regard au loin, avoir envie, faire demi-tour, prendre le virage. Soudain, quand l'arbre se présente au bout de la route, envisager les étoiles, presque jaunes ou étincelantes, si ce n'est juste le soleil qui donne encore le temps, l'allure, presque du plongée encore, et battre la campagne. Merci, merci. Oui, là je trouve qu'on est dans effectivement une description expressive parce qu'on voit le rapport peut-être à l'intensité du personnage, son envie d'aller vite, parce qu'un désir de conquête, enfin on a cette dimension-là. Donc vous voyez, c'est un moyen de parler du narrateur en parlant du spectacle auquel il assiste. Donc merci, ça correspond bien. Oui, merci. Alors certainement, voilà. Oui, certainement. Et le vent qui se levait n'annonçait rien de bon. Au loin, derrière le casino désert, le sommet des arbres commençait de s'agiter en tous sens, et déjà le sable se soulevait et recouvrait les bottines de cuir noir. Le soleil qui éclairait la plage serait bientôt couvert par les épais nuages noirs qui s'annonçaient sur la ligne d'horizon. Donc là, on est plutôt sur quelque chose de sombre, de... Comment vous décririez l'état psychologique du personnage là? En crise. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est raccord, du coup ça marche bien. Vous avez bien compris là aussi le procédé. Merci beaucoup. Je vais peut-être passer au groupe 3 parce que quand même le temps joue contre nous. Oui, avec plaisir. Le groupe 3, donc c'est la description symbolique d'un des enfants. Donc certainement ce sport est dangereux. Comme s'il m'avait entendu, l'un des enfants enleva son casque et s'enfuit à grandes enjambées maladroites. Sans écouter leur grondement, il s'accroupit dans les vagues et quand il se releva, un grand sourire barrait son visage. Ses besoins naturels satisfaits, il était prêt à rejoindre le groupe. Merci. Alors je ne sais pas en quelle mesure là on est sur quelque chose de vraiment symbolique. Dans le sens où symbolique, c'est censé nous renseigner sur le milieu, plus vous voyez, le milieu du personnage, etc. Moi j'ai vu ça comme un symbole plus. D'accord. Mais vous voyez, c'est intéressant du coup, merci, parce que ça permet d'affiner encore un peu le propos. Symbolique, gardez en tête le père Goriot et la pension de famille. En gros, c'est par les objets, etc. Par exemple, le gamin, je dis n'importe quoi, on va écouter quelqu'un d'autre, mais il a un t-shirt déchiré, il parle en argot, enfin voilà, et du coup on saura qu'il appartient à un milieu. Oui, merci. Je
pas sûre de la qualité grammaticale de mon phrase. Aucun problème. Détaché du groupe, l'un d'eux, dont le casque jaune semblait peser particulièrement sur son petit corps, traînait derrière lui une des voiles arrachées des engins roulants. Il traînait ses pieds sur le sable, et sa tête énorme fléchissait, et même de loin on pouvait le voir grelotter de peur ou de froid. Merci. Alors vous avez plus effectivement quand même travaillé sur son apparence physique. Donc ça va plus dans le sens de la description symbolique. Donc vous pouviez peut-être un peu plus insister encore sur le milieu en fait qui était induit par sa tenue, son habillement, mais voilà, c'est en bonne voie quoi, je dirais. Donc, merci. Oui. Quand vous dites milieu, c'est milieu social nécessairement? Oui, souvent c'est milieu social. Alors c'est un milieu social qui souvent va avec peut-être une intériorité, c'est-à-dire quand tout est froid, sec, désagréable dans la pension, on imagine que les personnages le sont aussi à l'intérieur. Vous voyez, il y a évidemment peut-être un côté, on peut avoir un côté misérable, mais on peut avoir aussi du coup une misère intérieure. Je veux dire, souvent, c'est un décalque. Chez le père Goriot, par exemple, c'est ça. Ce que je comprends là, en tout cas dans la phrase d'écrire l'un des enfants, c'est que là, pour le coup, c'est pas ce qui entoure le personnage qui parle de lui, mais c'est la description de l'enfant. Là, c'est l'enfant. Après, ça aurait pu être l'enfant avec ses parents. Vous voyez, ça aurait pu être aussi l'enfant avec ses jouets. Enfin, ça peut être ça aussi. Voilà. Ouais. En tout cas, ça peut s'appliquer au personnage lui-même. Oui. Ce que j'avais pas compris avant. Oui. En fait, si vous voulez, la théorie du milieu, c'est que le milieu déteint sur les êtres. Ouais. Un peu, encore une fois, dans la vague réaliste et naturaliste. Chez Zola, l'atavisme familial, la lavandière, alcoolique, enfin, vous voyez un peu tous ces trucs-là, voilà. Merci. Il y a quelqu'un d'autre qui voulait? Oui, merci. Un enfant en prenait les yeux. Plutôt que de rester allongé dans sa voiture, il se dressait et offrait son petit corps au vent dans une attitude de défi. Il avait retroussé les manches de sa chemise blanche et hurlait en continu sur les autres conducteurs avec des gestes théâtraux. Les mèches blondes s'échappaient de son casque, qui le redressait frénétiquement. Il paraissait si absorbé par la conduite des voitures qu'il ne remarquait pas les protestations des conducteurs. Oui, merci. Par exemple, les mèches blondes, la chemise blanche, etc., ça nous oriente un peu, donc ça correspond là aussi, je dirais, en bonne voie, comme madame tout à l'heure. Ouais. Donc, merci. Est-ce que là, ce que vous avez lu là, c'est pas à la frontière expressive? D'une certaine manière, les deux sont quand même connexes pour moi, ils sont assez liés. Mais l'expressif, c'est vraiment que les sentiments du personnage, alors que dans le symbolique, il y a aussi une valeur sociétale, sociale, en plus. Le milieu, le fameux milieu social. Voilà. Merci. On passe au groupe 4, si vous voulez bien. Alors, qui se jette à l'eau? Je suis déjà jetée. Alors, est-ce que d'autres personnes veulent tenter d'abord? Oui, merci. Alors, je réalisais que cela devait être un char à voile. J'avais entendu une fois ce mot, char à voile. Un char, bon ça, je voyais bien à quoi ça pouvait ressembler. Le champ de bataille, j'avais connu. Un objet lourd, des chenilles épaisses, une carapace d'éléphant. Mais où et comment imaginer une voile sur ce corps lourd? C'est aérien une voile, légère et frêle, aussi évanescent qu'un nuage. Ces nuages qui planaient sur la plage où filaient ces drôles de voitures. Merci, c'est bien, hein, parce que c'était pas évident. Donc, oui, il y a quelque chose de ça. Alors après, je pense que dans la matérialité de la description, elle est encore plus sur la couleur, le côté presque clinique en fait de la description. Mais bon, il y a quelque chose, effectivement. Merci. Quelqu'un d'autre, et puis après, je passe à la troisième séquence, parce que le temps file. Oui. Le casque jaune reflétait les rayons du soleil. Le rose rappelait les joues de l'enfant, et le bleu ciel, l'uniformité du ciel. Le casque noir était assorti à une voiture qui portait le numéro 12. Voilà. Là, dans le côté un peu clinique, effectivement, descriptif, narratif, c'est l'esprit. C'est ça. C'est l'esprit de cette fonction. Donc, merci et bravo pour ces exercices formidablement remplis. Alors, on passe à la troisième partie. J'ai des choses à vous dire. Et donc, comme on a un peu de retard, je déborde, mais je vais essayer d'être succincte. Les dialogues et la parole restituée.
Un préambule, oui, les dialogues souvent c'est difficile, effectivement, je suis d'accord. Pour reclarifier les choses, si jamais vous avez besoin de ces éléments-là, que vous ne les avez pas en tête, donc 3 façons de restituer la parole. D'abord, le discours direct. Donc là, c'est quand on rapporte fidèlement ce qui a été prononcé, donc c'est le truc le plus classique que vous connaissez. Il y a des verbes de parole qui annoncent ou qui expliquent qui a pris la parole, donc dire, répondre, lancer, s'écrier, s'exclamer, s'écrier, etc. Et puis vous avez la ponctuation type, donc soit guillemets au début et puis après tirer de dialogue et puis fermeture des guillemets, soit simplement les tirés de dialogue à la ligne. Donc là, je vous donne un exemple de Voyage au bout de la nuit. Je ne le lis pas, vous aurez le temps d'y revenir, mais qui est vraiment la version la plus classique. Après, je vais plutôt prendre le temps de m'intéresser au deuxième exemple, qui est plus intéressant parce que plus neuf, plus moderne. C'est une manière contemporaine de fondre la parole directe dans le récit, et d'une certaine manière d'uniformiser visuellement. C'est-à-dire qu'on va enlever la ponctuation typique des guillemets ou des tirets de dialogue qui peut alourdir un peu parfois la page si on veut être dans un seul flux narratif. Et donc c'est un livre qui est sorti à la rentrée littéraire dernière de Sylvain Prudhomme, L'enfant dans le taxi. Je lis. Je l'avais écouté sans broncher, acquiesçant, m'efforçant de faire le dos rond, parvenant tant bien que mal à encaisser l'orage, jusqu'au moment où elle avait proféré cette menace, plus solennelle que toutes les précédentes. Si tu t'obstines, je te bannis, Simon, c'est compris ? Comme si elle avait longtemps cherché l'avertissement le plus impressionnant qu'elle puisse m'adresser. Je te bannis, tu m'entends ? Alors je trouve ça intéressant. Donc la seule façon que Sylvain Prudhomme a de nous donner un indice sur la parole directe, c'est le retour à la ligne. Et comme vous le voyez, il n'y a aucune ponctuation à l'intérieur de ces phrases. Si tu t'obstines, je te bannis, Simon, c'est compris. Et c'est à nous après de rétablir une ponctuation qui nous serait plus naturelle. Il faut être quand même avec une dextérité stylistique assez importante pour pouvoir faire ça. Parce que si le risque, c'est qu'on soit perdu, nous, lecteurs. Qui parle, à quel moment, je ne sais plus. Donc là, on est dans une scène entre la grand-mère et le petit-fils qui est assez claire, donc c'est pas compliqué. Il y a quand même une annonce en amont sur « elle avait proféré cette menace plus solennelle ». Mais voilà, c'est une autre manière de fondre la parole directement dans un texte. Et donc ça peut peut-être aussi vous inspirer pour que vous trouviez, vous, votre façon de faire, si vous voulez intégrer ces paroles-là, qu'on les entende directement, mais sans avoir les procédés plus classiques, en fait, de guillemets ou de tirets. Mais c'est compliqué. Oui. Pourquoi c'est entre guillemets ? Parce que c'est une citation. Là, c'est moi qui ai mis les guillemets parce que c'est la citation de Prudhomme. Mais ils n'y sont pas dans le texte. Oui, c'est juste parce que c'est une citation. Je rends à César ce qui appartient à César. Deuxième manière de restituer donc une parole, vous le savez, c'est le discours indirect. Donc ce serait un peu l'équivalent du sommaire, du résumé par rapport à l'action. Donc c'est une parole rapportée de façon synthétique. Ce qui compte dans ces cas-là, c'est l'information, c'est le message, le contenu, et c'est pas la forme. Là, je vous donne un exemple très simple. Tandis qu'il sortait de la pièce, il entendit Mr. Allen lui crier que si le contrat n'était pas prêt pour le soir, Mr. Crosby serait instruit de l'affaire. Bon, l'idée c'est juste qu'on ait la synthèse en fait de ce qui a été prononcé. Ça permet de gagner du temps, mais du coup vous y perdez en vivacité. Donc quand vous avez quelque chose d'important par rapport à vos personnages à dire, il vaut mieux privilégier une forme plus directe. Troisième type de discours, c'est le plus subtil peut-être, c'est le préféré de Flaubert, mais pas que. C'est le discours indirect libre. Alors tous ces noms, si ça vous enquiquine, peu importe, vous pouvez passer outre, hein, mais c'est ce qu'on appelle aussi un peu le flux de conscience. C'est une manière en fait de transcrire des paroles directes, mais dans la narration. Donc on n'a pas besoin de guillemets, on n'a pas besoin forcément de verbes de paroles, de verbes comme dire, répondre, répliquer. On accède ainsi directement à la voix du personnage, à ses pensées, à sa vivacité. On garde par contre la ponctuation type point d'exclamation, point d'interrogation, point de suspension qu'on aurait trouvé dans du dialogue classique, du discours direct. Je donne l'exemple ici de Virginia Woolf, parce que c'est quand même la reine du flux de conscience. Donc, Mrs. Dempster ne put s'empêcher d'avoir envie de murmurer un mot à Maisie Johnson, envie de sentir sur les plis de son vieux visage usé le baiser de la pitié. Car la vie avait été dure. Donc déjà, c'est comme si on était dans ses pensées quand elle dit ça. Que ne lui avait-elle donné ?
Donc en discours direct, on aurait eu que la vie ne m'a-t-elle donné, point d'interrogation. Là, ça s'est transformé du coup au elle. Que ne lui avait-elle donné? Les roses, sa silhouette, ses pieds aussi. Elle cachait les protubérances bosselées sous sa jupe. Les roses, pensa-t-elle amère. Donc là, on refocalise, pensa-t-elle amère. On sait que c'est elle qui est en train de penser tout ça. Quelle blague, ma chère. Ça, elle aurait pu le dire, vous voyez, en direct. Mais c'est transposé en indirect. Donc c'est assez subtil comme forme de dialogue. Car en fin de compte, à manger, boire et s'accoupler entre les mauvais jours et les bons, la vie n'avait pas eu grand-chose à voir avec les roses. Bon, ben là, on a l'impression d'être dans sa tête, et donc vous avez une proximité géniale avec votre personnage. En même temps, c'est pas lourd, mais il y a cette vivacité, il y a ce côté, oui, enlevé du dialogue qu'on retrouve. Donc je trouve que ça, c'est quand même assez intéressant comme forme à exploiter, et ça peut aussi vous permettre de nourrir de l'ironie. Ça peut, voilà, apporter de la dérision. Ça apporte du relief, ça, en tout cas. Est-ce que c'est clair pour vous? Oui. Oui. Vous avez une question? Sur la question du discours direct, parce que quand même c'est un exercice difficile, oui. Et du coup, quels seraient vos conseils sur... Est-ce que c'est parce qu'il y aurait une voix d'un personnage qui est un peu particulière qu'on utiliserait plus cette forme pour qu'elle apparaisse? Ouais. Ou d'autres raisons? Alors, on va en parler avec les fonctions du discours. Que ça fasse un truc plus... Ouais. On va en parler avec les fonctions du discours, finalement, pourquoi c'est important des fois d'avoir cette parole. Mais juste un conseil que moi j'applique, en tout cas pour mes propres textes, c'est de lire à voix haute les dialogues. De me les lire à voix haute et de faire mon petit théâtre attablé devant mon ordinateur pour voir si ça sonne, si c'est naturel ou si ça paraît plaqué, artificiel. Il faut... Alors, il y a plusieurs écoles, c'est comme tout. Vous pouvez avoir des dialogues très écrits. Moi, je suis moins cliente de ça personnellement. J'aime quand la parole est fidèle à ce que je peux entendre dans la rue autour de moi, etc. Donc dans ces cas-là, vous pouvez enlever les négations, vous pouvez être sur quelque chose de beaucoup plus vif, qui soit en fait réaliste, tout simplement. On ne parle pas comme on écrit. Après, encore une fois, ça peut être aussi un exercice stylistique ou un désir stylistique d'être sur des dialogues très ouvragés, très ciselés, et, ou d'avoir une langue à la Duras, donc il y aura une certaine musique, enfin ça peut être ça aussi. Mais quand on est sur un roman, on va dire, de facture relativement classique, on a envie que les dialogues soient crédibles. On a envie qu'ils soient naturels. Donc, petit exercice facile, vous les lisez à voix haute vous-même. Et si ça passe dans la vraie vie à l'oral, ça passera en fait à l'écrit. Et par ailleurs, je déconseille spontanément ce que j'appelle les longs tunnels de dialogue. Quand il y en a trop, quand même, c'est qu'il y a parfois une petite faiblesse de texte, ou que en fait le lecteur, que les personnages ne se parlent pas entre eux, mais qu'on a en fait le narrateur qui s'exprime vis-à-vis du lecteur lui-même pour lui donner des informations, et hop, on met ça en dialogue parce que soi-disant c'est plus léger, c'est plus vivant, et en réalité ça marche pas toujours. Donc moi je serais plutôt du genre à un peu contraindre le dialogue, à le resserrer pour que ce soit pas... Si on choisit la forme romanesque, on ne choisit pas non plus la forme théâtrale, c'est autre chose, quoi, voilà. Maintenant, il y a plein de contre-exemples, vous allez ouvrir des livres, vous aurez effectivement des tunnels de dialogue, et parfois ça peut plaire et passer. Donc ce sont des choix, et il n'y a pas une seule loi en la matière, bien sûr. Merci. Je continue, c'est bon pour vous? Ouais. Alors les fonctions du discours, ce serait une autre manière de répondre à votre question. La première fonction, c'est ce que j'appellerais la fonction de caractérisation. Donc, à travers le dialogue, en fait, on va donner des renseignements sur les personnages. Donc, on va savoir un peu quel est leur caractère, quelle est leur condition sociale, etc. C'est un moyen de comprendre tout de suite à qui on a affaire. C'est intéressant aussi quand vous avez des personnages, par exemple, qui ne parlent pas ce que j'appellerais la langue dominante. Je ne sais pas si vous avez un personnage étranger à un moment dans votre récit. Si vous avez un personnage, là, un peu comme dans l'exemple que j'ai trouvé, mais d'une classe sociale plus défavorisée. Est-ce qu'on parle argot? Est-ce qu'on parle créole? Est-ce qu'on parle une langue métissée? Donc ça, c'est intéressant, je trouve, d'avoir du vrai dialogue à ce moment-là, pour que tout de suite, on soit avec ce personnage et qu'on sache à qui on a affaire. Donc là, j'ai mis un exemple, moi qui me réjouis, parce que c'est Maupassant, le génie de la cruauté. Donc ça s'appelle Le crime au père Boniface, je ne sais pas si vous l'avez lu. Mais c'est juste pour vous montrer le parler populaire, quoi, paysan un peu. Ma femme, oui, elle gueule.
Vous voyez comment il écrivait, quoi. Elle gueule quand j'y fiche des coups. Bon. Mais elle gueule que c'est gueuler, quoi. Bon. Là, on sait à qui on a affaire, vous voyez, ça c'est... Mais évidemment, c'est Maupassant. On va dire que l'écueil, c'est de devenir soit ridicule, soit jugeant, enfin, par rapport au personnage. Donc c'est quand même une ligne de crête pas évidente, mais ça apporte évidemment de la vivacité. L'autre fonction, deuxième fonction, c'est la fonction informative. Donc qui va un peu plus loin que juste la caractérisation des personnages. C'est celle qui va carrément donner des renseignements sur l'action. Donc là, on va partager avec le lecteur des éléments qui lui sont utiles pour avancer dans le récit, comprendre ce qui se passe. Là, je donne un exemple de polar, parce que c'est souvent quelque chose qu'on voit dans aussi les polars et les romans noirs. C'est l'inspecteur de police qui va expliquer avec son interlocuteur ou le suspect, etc., comment le crime a eu lieu, qu'est-ce qui s'est passé, qui est quoi, etc. Bon, j'ai mis un micro-exemple là de Caril Ferré dans tout, mais voilà, on donne des informations. Ça, c'est assez basique, vous le faites en fait naturellement, sans même vous en rendre compte, je pense, quand vous écrivez. Plus intéressant, mais plus casse-gueule, c'est la fonction dramatique, en fait, du dialogue. Donc dramatique, en grec, drama, en fait, c'est l'action, ça veut dire l'action. Quand on dit dramatique, ça ne veut pas dire tragique, terrible, ça veut dire qui met en scène l'action et qui la fait avancer. Typiquement, dans un roman, vous allez avoir la scène de rencontre entre deux personnages, et souvent, vous allez avoir à ce moment-là un dialogue. Ben à ce moment-là, le dialogue, il va faire avancer l'action. Parce que quand les deux personnages se rencontrent et se parlent, il se passe des choses forcément, et donc l'intrigue avance. On peut aller encore plus loin quand on est un peu dans l'esprit nouveau roman ou voilà, littérature plus expérimentale. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait la parole se prend elle-même pour objet. De quoi on parle? Ben, on parle de la parole. Donc ça, pour moi, le maître, c'est Beckett. Donc là, j'ai pris exprès un de ses romans, parce qu'il a écrit des romans, on connaît bien son œuvre théâtrale, mais il a aussi beaucoup écrit de romans, dont Molloy, et où le sujet, en fait, c'est qu'il n'arrive pas à dire. Voilà. Il y avait si longtemps que je vivais loin des mots, vous comprenez, qu'il me suffisait de voir ma ville, par exemple, puisqu'il s'agit ici de ma ville, pour ne pas pouvoir. Vous comprenez? Pour ne pas pouvoir. Quoi? C'est trop difficile à dire pour moi. De même, la sensation de la personne s'envelopper d'un anonymat souvent difficile à percer. Nous venons de le voir, je crois. Et ainsi de suite pour les autres choses qui me bafouaient les sens, etc., etc. Donc là, on est dans une prise de parole directe puisque c'est du jeu. On a aussi une parole restituée à travers le monologue. Voilà, c'est la personne qui dit « je » qui s'exprime. Et donc là, c'est une fonction dramatique dans la parole parce que c'est métalittéraire, comme on dit, c'est l'écriture, c'est la parole qui se prend elle-même pour objet. Donc on est sur quelque chose d'un peu plus expérimental. Une autre fonction de la description, c'est la fonction que j'appellerais emphatique. Emphatique, c'est qui met l'accent sur quelque chose, qui va donc mettre en valeur un moment, une expression, une formule, qui est important par rapport au personnage, parce que ça va peut-être aussi lui donner une espèce de carte d'identité. Ça va être un marqueur, et puis ça va créer aussi une connivence avec le lecteur. Donc là, c'est l'exemple assez amusant de chez Proust, dans Albertine disparue, quand il nous parle de la duchesse de Guermantes, qui est donc ce personnage très important de la recherche, et qui à un moment, elle avait répondu d'un air grave, « La Chine m'inquiète ». Et voilà, après, la duchesse de Guermantes, c'est quoi? C'est ça, c'est « La Chine m'inquiète ». Et donc c'est cette phrase qui lui colle à la peau, et qui devient en fait sa propre carte d'identité un petit peu. Donc vous pouvez citer en parole directe des morceaux comme ça qui sont importants parce que aussi ils vont permettre de mieux cerner les personnages que vous déployez dans le texte. Après, il y a la fonction d'animation. Donc c'est ce que je disais un peu sur là, le côté vivant, l'effet de réel parfois quand on utilise le dialogue, on n'a pas d'autre finalité que d'apporter aussi un peu de plaisir à la lecture. Et là, c'est un exemple de Colette qui utilisait, elle, beaucoup les dialogues et où, en fait, chacun imagine ce que sera le menu du soir, des tomates crues avec beaucoup de poivre, des choux rouges au vinaigre, un grand bol de chocolat, des pommes de terre frites et des noix avec du fromage. Bon, c'est juste, en fait, charmant, quoi. C'est pas déterminant pour l'intrigue, il n'y a pas un effet particulier, si c'était celui de nous faire sourire,
de montrer quand même un peu la personnalité de chacun selon les goûts alimentaires. Mais voilà, c'est l'effet de réel, c'est vivant. Ça anime le récit. C'est ce qu'on fait aussi très naturellement sans en rendre compte, je pense, quand on écrit. Et pour terminer, 6e fonction du discours, c'est la fonction ironique. Donc là, je vous laisserai lire tranquillement, mais c'est le très célèbre exemple des comices agricoles dans Madame Bovary de Flaubert, où en fait, on a 2 discours qui s'enchevêtrent, qui s'entrelacent. L'un pour donner les médailles aux plus jolis veaux, bœufs, moutons de la région, et de l'autre, on a Madame Bovary avec son amant, et qui est un peu ébouriffée et tout émue. Et évidemment, c'est l'alliance en fait de ces 2 discours comme ça qui nous montre le ridicule de la pauvre Emma Bovary. Et cette technique, vous pouvez l'utiliser à votre façon, mais pour montrer ce qu'on appelle le double discours, le double langage. Quand en fait un personnage croit à quelque chose, s'invente un peu son petit film, rêve, et puis on va avoir un autre discours, lui, ancré dans le réel, qui en fait vient mais torpiller l'illusion de l'héroïne, là en l'occurrence, mais du personnage peut-être que vous choisissez de développer. Donc c'est intéressant parfois d'avoir des mises en relation comme ça de langages différents, niveaux de dialogue différents, parce que c'est l'intersection des deux qui permet de comprendre que la situation est vouée à l'échec, par exemple. Voilà. C'est l'ironie. Et c'est cruel, en général. Voilà un peu rapidement, désolé, mais ce que je pouvais vous dire sur la parole restituée, le dialogue, la manière d'intégrer tout ça. Et si vous voulez bien, on finit rapidement avec un ultime exercice. On a 5 minutes pour finir ça. J'ai une petite question de Soline. Comment on fait des dialogues qui sont censés être dans une autre langue, et même avec un accent d'une autre langue encore? Très dur. On laisse tomber? Alors, il y a plusieurs possibilités. Il y en a une, moi, que je ne trouve pas très satisfaisante, mais qui parfois est utilisée parce qu'elle est plus rapide et plus facile. Ce serait de dire « Et il s'écria en brésilien ». Et voilà. Ou « Et il dit en anglais » et on laisse en français derrière la phrase. Il y a la possibilité de mettre dans la langue d'origine étrangère. Donc, on va mettre de l'anglais. Mais à ce moment-là, bon, est-ce qu'on traduit en note de bas de page ou est-ce qu'on traduit in text? C'est-à-dire que juste derrière, on reformule un peu pour que le lecteur français comprenne. Ça passe avec l'anglais, ça passe avec l'espagnol, ça passe avec l'italien. Si on est sur du japonais, plus difficile peut-être. Bon, donc il y a ce problème-là selon les langues aussi. Et puis si c'est effectivement un accent, enfin, moi c'est une question qui m'intéresse parce que dans Rivage de la colère, mon 2e livre, il y avait du créole mauricien. Moi je suis mauricienne. Et je ne savais pas comment mettre ce créole-là sans tomber dans ce qu'on appelle encore le petit nègre, sans amoindrir en fait cette langue qui est vraiment une langue, et en même temps la rendant compréhensible par tous. Et donc moi, ma stratégie, si je puis dire, ça a été de traduire le créole vers le français. C'est-à-dire que j'ai gardé des structures syntaxiques, des formes syntaxiques, mais avec des mots francisés qui rendaient la lecture compréhensible par tous. Donc je peux donner un tout petit exemple rapide, mais à un moment, il y a une histoire d'un bœuf qui se casse une patte, peu importe. Et donc, en créole mauricien, c'est « sur la patte fin cassée, cassée » ou « fin casse, cassée ». Et donc, moi, j'ai traduit ça en « sa patte est cassée, cassée ». J'ai gardé quand même la répétition, voilà, par exemple, de l'adjectif, à peu près la structure globale, pour que ce soit compréhensible par tout le monde, mais en même temps, ce n'est pas le vrai créole mauricien. Voilà. C'est des ajustements et c'est vraiment, effectivement, des questions qui nous arrachent les cheveux. C'est compliqué. C'est compliqué. Après, il faut parfois adapter aussi tout simplement des niveaux de langage. C'est-à-dire que si on a, je ne sais pas, des gangsters du Bronx qui ont un argot et on veut le traduire en français, ben on va peut-être trouver des équivalents tout simplement de ce qui serait la langue des ghettos, comme on dit, voilà, aujourd'hui, comment on s'exprimerait. À l'inverse, par contraste, on aura peut-être des gens qui s'expriment dans un français très châtié. Et donc c'est aussi, en fait, les différents niveaux de langage qui permettront de comprendre ce qui est propre à chacun, à chaque groupe. Mais c'est compliqué. En vrai, c'est compliqué. C'est pourquoi les tunnels de dialogue, parfois, méfiance. On peut s'embarquer dans des considérations après assez difficiles. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question de Céline.
Et pour terminer, du coup, on fait l'ultime exercice, cette fois-ci sur le dialogue ou la parole. Donc, dernier exemple avec Kundera, je lis le texte. Jean-Marc regardait les chars, et quand il constata que l'un d'eux se dirigeait à la vitesse d'un bolide vers Chantal, son front se crispa. Un vieil homme y était allongé comme un cosmonaute dans une fusée. Dans cette position horizontale, il ne peut rien voir de ce qui se trouve devant lui. Ça, c'est un direct libre, vous voyez. Est-elle assez prudente, Chantal, pour l'éviter? Pareil, un direct libre. Il pesta contre elle, là c'est indirect, contre sa nature trop insouciante, et accéléra le pas. Donc le groupe 1, vous imaginez un dialogue pour que ce soit plus animé, plus vivant, l'effet de réel. Le groupe 2, vous mettez du discours indirect libre, en le complétant. Le groupe 3, c'est du discours indirect pour donner de l'emphase au passage, pour insister sur quelque chose. Et enfin, l'emphase un peu la Chine m'inquiète, vous voyez. Et le groupe 4, vous intégrez dans le passage un dialogue qui permettra de faire progresser l'action. Voilà. Donc 5 petites minutes, et puis après, je vous laisse aller déjeuner. En fait, on peut l'insérer n'importe où dans le Oui, texte. oui. C'est juste pour tester, en fait, la fonction du dialogue. Ou pas forcément du dialogue, hein. Vous avez vu, parfois c'est du discours indirect. Ouais. Une petite minute et puis pas obligé d'être très long, c'est juste pour qu'on teste. C'est bon? Allez, on se jette à l'eau. On va faire à l'inverse cette fois-ci, on va commencer par le groupe 4. Donc, intégrer dans le passage un dialogue qui permettra de faire progresser l'action. Qui tente? Oui, merci. Attention Chantal. Elle sursauta et se retourna vers moi. Attention devant toi. Elle se déporta sur le côté alors que le char à voile empannait et repartait vers la navire. Alors que j'arrivais à sa hauteur, elle me dit « T'inquiétais pour moi ?» Mais ça marche. Mais je l'avais vu. Oui, d'accord. Eh ben, ça marche, voilà. Typiquement, voilà, attention, il y a de l'action et du coup, c'est par le dialogue qu'on comprend qu'il se passe quelque chose. Donc, c'est tout à fait dans les clous. Merci. Quelqu'un d'autre dans le groupe 4? Moi, j'ai écrit quelque chose, mais je crois pas que ça aille. C'est pas grave, comme ça, on va tester. Chantal, attention, ce n'est pas le moment d'avoir un accident la veille de ton concours. Je ne passerai pas cet examen, je veux rester ici au fond de ma liberté. Alors, c'est effectivement pas forcément ce qui fait progresser l'action.
par exemple, avec le « attention », là, il y a le char qui arrive, qui menace de la percuter. Donc là, il y a de l'action. Là, on est plus sur quelque chose presque de réflexif, effectivement. Donc, mais c'est intéressant parce que ça permet d'ajuster, de voir ce qui relève vraiment d'action. Action comme intriguée. Alors qu'en fait, c'est vraiment de l'action. Ouais, dans l'action, voilà, il y a quelque chose qui surgit, en fait, dans l'histoire. Ok. Merci. Groupe 2, allez, le discours indirect libre. Qui tente? Ces noms-là font un peu peur, mais en vrai, vous avez compris, c'est typiquement quand il dit « Est-elle assez prudente, Chantal, pour l'éviter ?» Merci. Moi, je veux bien, je trouve que une description, ça marche pas. Ok, mais pas grave, on passe. Ouais, c'est pas grave, on va voir. Ça permettra de comprendre. Ouais, très bien, c'est le but. Elle avait toujours été comme ça. Le jour de leur première rencontre, elle avait accéléré le pas sur le passage piéton sans regarder pour courir à sa rencontre, et un vélo l'avait percuté. Le jour de leur mariage, elle n'avait pas vu la marche de l'église et s'était rétamée devant l'autel. Mais on n'est pas loin, hein. On n'est pas loin. En fait, ouais, on n'est vraiment pas loin. Il faut peut-être juste ajouter quelques petits marqueurs qui relèveraient du discours direct, mais du coup transformés dans l'indirect libre. Donc on peut avoir de la description. Ouais, ça peut être. Oh, puis, et bon, sans dire qu'elle s'était rétamée ce jour-là. Là, on est dans l'indirect libre. Okay. Mais c'est voilà, ça le fait, ouais. On n'est pas loin du tout. Merci. Quelqu'un d'autre dans le groupe 2? Ça intimide. Vous avez compris en tout cas du coup, plus facilement avec cet exemple. Ok. Le groupe 3, le discours indirect qui va donner de l'emphase. Oui, monsieur au fond? Je ne savais comment lui dire à Chantal qu'elle marchait parmi des bolides. Elle cherchait donc Chantal. Je savais comment lui dire que je n'en pouvais plus de constamment veiller sur elle. Chantal court à ta perte, mais sans moi. Oui, alors ce qui est indirect, c'est ce qui précède Chantal court à ta perte. Je ne savais plus comment lui dire, etc. Ça c'est bien, c'est indirect. Et Chantal court à ta perte, c'est... Court à ta perte, mais sans moi. Et ça c'est écrit sans guillemets, sans rien du coup là. Oui. Ouais, et ben, ça c'est bien, mais là on est presque sur l'indirect libre. Mais ça marche bien. Ouais, super, merci. Oui? Mais est-ce que même pas avant, on était déjà sur l'indirect libre, dans le sens où dans ses pensées, on ne sait pas en fait, comment dire. Oui, dès qu'on est dans les pensées, on est effectivement dans ce flux de conscience. Le discours juste indirect, c'est il ne savait pas comment lui dire qu'il ne la supportait plus. Ça, c'est indirect. Voilà. Il ne la supportait plus, point d'exclamation, mais comment lui dire, point d'interrogation. Indirect libre. C'est plus vivant. Quoi. Oui? Moi, je dis, craignant de ne pas arriver à temps, il se mit à hurler Chantal, Chantal, et puis en direction des chars, en gesticulant attention, on va l'encaisser, mais le vent recouvrait sa joie. Alors, si vous dites Chantal, Chantal comme ça, on n'est plus sur du direct, je trouve. C'est mis entre guillemets? Vous l'avez mis entre guillemets? Non, d'accord. Ouais. On a l'impression à l'entendre que c'est plus direct, mais du coup, pourquoi pas par ailleurs, hein, ça peut fonctionner, mais on n'était pas vraiment là sur un style indirect. Vraiment, le style indirect, c'est il lui dit de rentrer à la maison. Voilà. Ça, c'est indirect. Ça vous paraît plus clair? Oui, mais il se mit à hurler Chantal, mais le vent recouvrait sa voix. Il se mit à hurler, ou il se mit à hurler après elle. Mais si on met Chantal comme ça, on a l'impression qu'on bascule en fait déjà dans le fameux indirect. Après, c'est pas grave, c'est juste pour permettre de distinguer les choses. Mais l'indirect libre, il est naturel, il est bien comme. Enfin, c'est une bonne forme de discours, quoi. Merci. Et le groupe 1 pour terminer, du coup. Donc c'était un dialogue pour animer le récit. Oui, merci. Son front se crispa, il interpella l'homme qui semblait être le moniteur. Mais il va où comme ça? Là où le vent le mène, plaisanta le bonhomme en riant. Jean-Marc ne trouva pas ça drôle. Ça s'arrête comment ce truc? Il y a des freins sur votre engin là? C'est ça, exactement. C'est tout à fait l'esprit. Voilà, pour animer. Très bien. Quelqu'un d'autre dans le groupe 1 pour terminer? Non? Oui? Allez-y du coup, on va finir avec vous. Moi j'avais peur d'avoir fait quelque chose qui fasse progresser l'action. C'est pas juste un dialogue pour animer en fait. Oui, mais bon, pourquoi pas? Alors en s'adressant au pilote, Jean-Marc, tout en gesticulant, cria
Hé, monsieur, monsieur, faites attention. Et à Chantal qui poursuivait sa marche, insouciante au danger qui la menaçait. Chantal, Chantal, écarte-toi vite. Et c'est là que c'est plein de dialogue. Chantal se tourna nonchalamment vers lui et avec la grâce féline qui la caractérisait, elle se recula juste à temps pour éviter le bolide. Donc à la fin on a de l'action, effectivement, mais dans le dialogue c'est vivant, donc ça anime, donc ça marche. Ouais, ça marche. Merci. Super, merci beaucoup. Voilà, vous aurez de toute façon tout ce fichier, hein, comme j'ai dit, grâce à Guilhermé dans vos boîtes mail. Je ne sais pas s'il y a d'ultimes questions. Si on n'a pas le temps, vous pouvez toujours me les poser par mail au pire. Je peux proposer ça parce qu'on est un peu, on a commencé un peu en retard et j'ai un peu débordé aussi. Merci beaucoup. Oui, merci. Donc, je voudrais remercier Caroline pour cette masterclass qui a été vraiment enrichissante et riche. Ça va nous donner beaucoup de matière pour travailler l'après-midi. Donc, je renforce l'invitation. Soyez soit à distance, vous à distance ou vous au présentiel. Venez participer à la table ronde pour qu'on puisse creuser un peu plus sur la question du rythme dans notre histoire. Je voudrais vous rappeler aussi que ça commence à 14h à distance ou sinon à la salle à côté. Que l'objectif manuscrit maintenant s'organise aussi un petit groupe Facebook. Donc, si vous êtes intéressé, c'est un endroit intéressant aussi pour garder le contact à long terme avec le groupe. Vous pouvez, ceux qui sont intéressés au groupe, vous pouvez m'écrire pédagogique@lemot.co et je vous directionne le lien pour vous connecter. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Merci à tous et à tous. Bonne écriture. Et au revoir aussi aux gens en visio. Bon week-end.